Non, la vérité se dévoile sur la campagne de lettres piégées, de colis piégés qui a frappé l'Espagne il y a 8 semaines. On s'était demandé ce qui se passait. L'Espagne était en émoi, l'Europe était en émoi. Qu'est-ce qui se jouait? Eh bien, plusieurs services de renseignement occidentaux ont remonté le fil. Et ce fil mène à la Russie et plus précisément à un mystérieux mouvement, en tout cas pour ceux qui ne le connaissaient pas, j'avoue que c'est mon cas, le mouvement impérial russe serait derrière ces attentats à la lettre piégée. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Quel est ce mouvement? D'abord, les faits, voici les indispensables avec Alexandre Hébert. Bonsoir Alexandre. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, rappelez-nous combien de lettres piégées exactement avaient été postées? Eh bien, il y a eu au total 6 lettres piégées, 6 lettres chargées d'explosifs envoyées à des administrations, une base aérienne, une usine d'armement, l'ambassade des États-Unis et même le palais de la Moncloa, la résidence du Premier ministre espagnol. Ces lettres n'ont pas fait de mort, mais elles ont blessé tout de même une personne. Elles ont bien sûr eu un retentissement énorme en Espagne et à l'international. Donc, qu'est-ce que ce mouvement impérial russe qui serait derrière cette action terroriste? Eh bien, selon une grande enquête du New York Times, les services espagnols et américains ont remonté conjointement la piste des attaques jusqu'à cette organisation, donc le MIR pour Mouvement Impérial Russe. C'est une organisation d'extrême droite paramilitaire qui est basée à Saint-Pétersbourg. On y trouve des suprémacistes blancs, des monarchistes réclamant le retour du tsarisme et puis plus généralement des militants ultranationalistes, voire même antisémites selon le quotidien. Parmi eux, des combattants directement engagés dans les régions séparatistes d'Ukraine dès 2014. D'ailleurs, cette organisation, elle est classée comme terroriste par les États-Unis. Le MIR possède également un centre d'entraînement en Russie où il forme des suprémacistes venus de toute l'Europe aux techniques paramilitaires, formation notamment au maniement des armes et des explosifs. Et puis il avait également fait parler de lui déjà en 2016 à Göteborg en Suède. 2 hommes formés par le MIR avaient fait exploser des bombes dans un café et puis dans un centre d'hébergement aussi pour migrants. Est-ce que ce mouvement impérial russe a des liens avec le Kremlin? Alors officiellement, non, mais dans les faits, il est connu pour sa proximité avec les renseignements russes, notamment le GRU, la direction du renseignement militaire. Selon l'ex-conseillère à la Maison-Blanche, Fiona Hill, la plupart de ces types d'organisations sont bien sûr liés aux renseignements russes, que ce soit le GRU ou le FSB. Souvent, ce ne sont que des groupes de façade pour les activités de renseignement. Concrètement, dans le cas des lettres piégées, les services américains et européens ont la conviction que le renseignement russe a téléguidé le MIR, qui à son tour s'est appuyé sur des sympathisants locaux, en l'occurrence une organisation d'extrême droite espagnole qui s'est chargée de la logistique et donc d'envoyer ces fameuses lettres. Les enquêteurs espagnols auraient d'ailleurs identifié plusieurs suspects, selon le New York Times, une information que l'Espagne refuse pour l'instant de confirmer. Alors, quel était le but de cette opération? Eh bien, côté américain, on voit cela comme un avertissement. Regardez ce qu'en dit Nathan Sales, ancien coordinateur américain de la lutte contre le terrorisme. Cela ressemble à un coup de semonce. C'est la Russie qui envoie le signal qu'elle est prête à utiliser des mandataires terroristes pour attaquer dans les zones arrières de l'Occident. Côté américain, cette campagne elle est donc perçue comme, je cite, un avant-goût de ce qui pourrait se produire si la Russie continuait de s'enliser en Ukraine. Merci Alexandre. Qui avait entendu parler du mouvement impérial russe? Galia? Écoutez, c'est un mouvement qui existe apparemment près de 20 ans. Certains disent qu'il a été fondé en 2002, l'autre disent qu'il a été fondé en 2005. Mais il est évident que si ce mouvement peut se permettre d'organiser des entraînements sur le territoire russe, c'est qu'il est toléré et infiltré. Maintenant, on dit que, bien sûr c'est difficile à vérifier, qu'il y a une sorte de tolérance envers ce mouvement parce qu'il n'opère pas sur le territoire russe. Il opère uniquement à l'étranger. De même que les Wagner ont été envoyés en tant que mercenaires en Afrique, en Libye, etc., mais ils n'ont jamais participé jusqu'à cette guerre quand ils sont aux côtés de l'armée régulière sur le terrain proclamé russe, parce qu'il s'agit de zones officiellement annexées. Mais Galia... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une très vieille pratique, c'est une très vieille tradition qui remonte encore à l'époque tsariste, qui a été pratiquée pendant toute la période soviétique et post-soviétique, c'est-à-dire le FSB ou le GRU, l'un ou l'autre,
infiltrent systématiquement des groupes de mouvances extrémistes. Parfois, ils créent eux-mêmes ces groupes, justement pour semer le désordre en Occident, parfois pour effectuer aussi des opérations en Russie même. Je vous rappelle les fameuses explosions d'immeubles en Russie en 1999, juste avant que Poutine n'arrive au pouvoir. Ils avaient justifié une forme de guerre totale contre la Tchétchénie. Et il s'est posé alors la question, bien sûr, les exécutants étaient les Tchétchènes, mais qui leur a permis et comment de transporter à Moscou? Il y avait des contrôles partout, qui leur a permis de transporter les explosifs, qui leur a permis de les stocker, qui leur a loué les appartements où ils étaient, etc. Il y avait certainement, ça c'est à 100% prouvé, un agent des services, on ne sait pas trop lesquels, l'FSB probablement, infiltré dans le groupe qui a fait un énorme hold-up au théâtre de Moscou en 2002. C'est un classique. C'est un classique, entre guillemets. C'est un classique. Il y avait, vous savez, on a permis, par exemple, aux terroristes potentiels, enfin aux wahhabites du Caucase, d'aller se battre en Syrie. Ça a été pratiquement organisé par le FSB. Et donc, il est tout à fait complètement plausible que ce soit le GRU qui soit derrière cette campagne. Qui soit derrière. On sait, la seule chose qui reste à savoir, mais ça on ne saura probablement jamais, est-ce que c'est le GRU lui-même qui a créé ce groupe ou qu'il l'a simplement infiltré et téléguidé? Mais alors, donc, des monarchistes ou des tsaristes, des nostalgiques du tsar, sont compatibles avec Poutine, ou peut-être ce sont des clivages qui sont totalement en trompe-l'œil et qui existent pour nous mais qui n'existent pas là-bas. Le téléspectateur peut se reporter sous une forme littéraire agréable, presque ludique, au roman de Joseph Conrad, L'agent secret, qui date de 1910, sur une opération de ce type à Londres au service de l'Okhrana, la police secrète tsariste. C'est effectivement d'un grand classicisme. Mais je voudrais prendre une petite tangente pendant quelques instants. Et il se passe des choses très curieuses depuis le début de la journée du côté de l'Estonie et de la Russie. L'Estonie a vu son ambassadeur éjecté de Moscou. Les Estoniens ont éjecté l'ambassadeur russe. La Lettonie en a fait de même. L'Estonie a annoncé tout à l'heure qu'elle allait prendre des mesures contre la navigation russe dans le golfe de Finlande, qui est l'endroit par où doivent passer les navires russes qui veulent aller à Saint-Pétersbourg. C'est le plus grand port de Russie du Nord. Et autrement dit, il y a maintenant, parmi les mauvaises nouvelles qui nous assaillent, le Burkina Faso, que sais-je, on a maintenant un nouveau front, pas au sens militaire du terme, mais on a un nouveau front politique et stratégique qui s'ouvre du côté des États baltes. Bon. Sans rapport avec notre campagne de l'aide piégée. Sans qu'il y ait de rapport évident, parce qu'il faut attendre de voir quelles peuvent être les raisons premières de cette expulsion mutuelle d'ambassadeurs, sachant que la Russie a mené des opérations subversives dans les États baltes. Dans les États baltes. Effectivement, la Lettonie demande à son tour à l'ambassadeur russe de partir. Alors, sur notre affaire... Le MIR. Il faut rappeler le MIR en russe signifie la paix. Bon, au passage. Et le monde. Et le monde en même temps. Oui. Deux observations très rapides. D'abord, François Hesbourg a réservé le sort qu'elle mérite à la prétention de désataniser alléguée par Moscou. L'autre martingale, l'autre mantra, c'est la dénazification. Or, s'il y a quelque chose d'avéré, ce sont les liens organiques entre ce mouvement impérial russe et la mouvance néo-nazie, notamment en Suède et en Espagne. Bon, on sait très bien d'ailleurs qu'au passage, le vrai chef militaire de Wagner, qui s'appelle Dmitri Oudkine, était lui-même un néo-nazi, et il l'est toujours s'il est encore de ce monde. La deuxième remarque, c'est que, au fond, le recours à la barbouzerie n'est pas propre à la Russie, parce que la France l'a pratiqué, notamment en Afrique. Donc, parce que ça permet
le fameux plausible denial des Anglais, le déni plausible, c'est-à-dire, ah, écoutez, nous, on n'y est pour rien. Bon. Donc, il est très difficile d'établir factuellement la chaîne de commandement, en quelque sorte, entre un cerveau moscovite et les opérations à l'étranger, mais ça s'appelle de la suspicion légitime. C'est ça, c'est la conviction des services de renseignement américains, espagnols aussi, semble-t-il, même si rien n'est confirmé officiellement. Un commentaire là-dessus, oui, juste général. deux commentaires. Le premier, c'est qu'effectivement, l'utilisation de tous ces mouvements par les services est j'allais dire, une banalité, de façon à agir en mouvement caché. Le deuxième, c'est le lien que vous faites entre la Russie impériale et la Russie de jour, l'autocratie, si vous voulez, impériale, soviétique, russe. Il y a une continuité fantastique. Hein. Et donc, voilà. Et le dernier point, juste pour revenir sur ce que disait sur François Hesbourg à propos des pays baltes, souvenons-nous que les pays baltes sont probablement sur la ligne de front les plus durs, parce qu'ils étaient sous la coupe soviétique. Ils ont subi ça dans leur chair. L'indépendance. Et donc, ils sont vraiment sur une ligne de front extrêmement... D'une manière générale, depuis le début de cette invasion, on constate que les pays de première ligne face à la Russie, si j'ose dire, les pays baltes, la Finlande, la Pologne, sont évidemment ceux qui sont le plus en pointe. La Pologne est sur le point de constituer... la première armée d'Europe. Ah oui, première armée d'Europe. On ne parle pas de la dissuasion, évidemment, il n'y a pas de dissuasion nucléaire en Pologne, mais pour le reste, c'est en train de constituer la première armée d'Europe. D'un mot simplement, si la Russie a provoqué ou a encouragé ou a canalisé ce type de campagne, elle peut en mener beaucoup d'autres. Il faut s'y attendre à ce genre de coup fourré. Voilà, tout simplement. Bon, le meilleur exemple que nous ayons, nous, en Afrique, c'est Wagner. République centrafricaine, Mali, maintenant Burkina Faso. C'est évident. Et je rappelle que Wagner n'est toujours pas reconnu par la Russie. Bon, officiellement, Wagner n'existe pas. Enfin, en tout cas, Moscou n'a rien à voir avec Wagner. Merci beaucoup, François. Merci, Dominique. Merci, Vincent. Merci beaucoup, Galia, d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Et nous accueillons Abnous Chalmani pour l'international, Pascal Perry pour l'économie, Jean-Michel Apathy pour la politique. Bonsoir à vous trois. Nous sommes à 8 jours d'une nouvelle journée d'action. Nous sommes à quelques heures du début de la discussion parlementaire sur ce projet de loi sur les retraites. Et votre parti